Le Gabon compte aujourd'hui une trentaine de médecins réanimateurs pour 2 millions d'habitants, selon les sources concordantes. Les équipes d'anesthésie et réanimation, souvent méconnues du grand public, sont sur le terrain malgré tous les challenges auxquels ils font face. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Covid en clair, votre magazine d'information et de sensibilisation. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau le docteur Biteghelu, qui est anesthésiste réanimateur. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Bien et vous? Alors ça va. Beaucoup de questions aujourd'hui. La première sera celle-ci. L'école d'application du service de santé militaire de Libreville a abrité une séance de formation il n'y a pas si longtemps pour les personnels médicaux et paramédicaux. Et l'objectif justement était la prise en charge de réanimation des patients positifs au Covid-19. Combien de temps a duré la formation et combien de personnes ont été formées? Merci madame. Cette formation qui était tellement la bienvenue dans ce contexte-là a duré 5 semaines. Et nous avons formé à peu près une trentaine de médecins et une cinquantaine de paramédicaux. Une cinquantaine de paramédicaux. Alors, toutes les forces aujourd'hui de spécialité ont été tournées vers la prise en charge en réanimation des patients atteints du Covid-19. Qu'en est-il pour les autres activités aujourd'hui? Comment vous gérez? Justement, c'est pour cela qu'il ne faut pas dire que toutes les forces ont été orientées vers la réanimation. À cause de la pandémie, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup plus tout le monde a tendance à penser que l'hôpital ne gère que du Covid maintenant. Mais notre département d'anesthésie et réanimation, qui est dirigé par le professeur Simagier, a été divisé en 2 unités, donc une unité non-Covid et une unité Covid. Donc l'unité non-Covid continue à prendre en charge les autres pathologies et c'est l'unité Covid qui est spécialisée dans la prise en charge des patients graves atteints du Covid-19. D'accord. Alors aujourd'hui, souvent manque criard, le manque et le déficit de matériel médical a souvent fait l'objet de nombreuses plaintes. On le voit ici et là, on l'entend, on le vit même souvent au quotidien. Comment avez-vous accueilli le nouveau site médical Riposte Covid-19 situé au stade de l'Amitié à Ngonje? Merci. Mais ça, c'est une grande bouffée d'oxygène au moment où nous avons une tension en matière de dépistage et de prise en charge des patients. Lorsque une telle unité vient s'ajouter, ça ne peut être que du bonheur. Et aujourd'hui, parce que là, en tant qu'anesthésiste réanimation, j'ai envie de vous poser la question, on est dans une crise sanitaire. Quelles sont les leçons que vous tirez de cette crise-là? La principale leçon que nous, anesthésistes réanimateurs, nous avons tiré de cette leçon, c'est la notion de connaissance. La connaissance, c'est-à-dire que c'est la connaissance qui nous permet d'orienter notre état d'esprit. Et nous nous sommes bien rendus compte, par exemple, qu'il y a des patients qui sont restés réfractaires à leur arrivée même à l'hôpital, tout simplement parce qu'il manquait suffisamment de connaissances sur ce domaine. Et nous avons aussi constaté une certaine panique même chez le personnel médical parce que la pathologie était inconnue. Et c'est au fur et à mesure qu'ils ont acquis leurs connaissances qu'ils ont commencé à travailler dans l'aisance et cela nous a apporté de bons fruits que nous avons aujourd'hui. Oui. Et comment vous aujourd'hui, vous en tant que médecin, comment vous gérez votre quotidien? Notre quotidien reste... Racontez-moi une journée type. La journée type, en service de réanimation. La journée type, c'est celle de passer toute la journée debout, pratiquement toute la nuit également debout en réanimation, parce que c'est une réanimation extrêmement présentielle. Il n'y a pas beaucoup de place pour la délégation des tâches. Ça veut dire qu'habituellement, lorsque vous êtes senior, vous pouvez peut-être déléguer une tâche à un médecin junior, mais là, ça ne donne pas trop de place à ça. Actuellement, c'est vraiment une grande médecine d'équipe où tout le monde a sa tâche à accomplir et pour minimiser aussi les contaminations chez le personnel. D'accord. Parce que le personnel de santé au début a été les plus touchés, on va dire ça comme ça. Il le reste encore. Il le reste encore. Et quels sont les mécanismes mis en place aujourd'hui pour essayer de freiner un petit peu cette contamination-là des personnels de santé? Ça a été l'un des objectifs de la formation qui s'est tenue à l'école d'application, justement, celle de faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas d'héroïsme là-dedans, c'est un travail d'équipe. Il faut absolument que chacun fasse sa tâche pour minimiser l'exposition des uns et des autres, en dehors bien sûr des équipements que nous avons reçus en termes de protection individuelle. D'accord. Et quels sont les principaux types de patients que vous recevez en réanimation? L'essentiel de nos patients, c'est l'atteinte respiratoire. D'accord. L'atteinte respiratoire, et en dehors de l'atteinte respiratoire, se sont greffées certaines atteintes, essentiellement l'insuffisance rénale. Nous avons quand même eu des cas d'accidents vasculaires cérébraux qui se sont ajoutés sur le Covid. Bon,
ça donne un pronostic péjoratif. Et ces cas sont liés au Covid? Nous n'avons pas pu lier l'atteinte au Covid exclusivement parce que affirmer une chose, c'est une chose, mais le prouver, c'en est une autre. Voilà. Alors, j'ai envie de vous demander comme ça, on a souvent vu, on a entendu parler du problème des respirateurs. Okay. Vous êtes en plein là-dedans. Oui. Comment vous gérez ça? Nous, actuellement, nous n'avons pas de problème de respirateur en tant que tel, puisque nous avons créé une unité qui a 9 lits, avec 9 respirateurs. En fait, ce sont des, comme on dit, des salles de réanimation équipées. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant aujourd'hui? Non, ce n'est pas suffisant, puisqu'il nous est souvent arrivé que nous soyons sollicités alors que nous sommes à saturation, déjà que nous fonctionnons pratiquement à un taux d'occupation de 100%. Voilà. Donc il y a une tension à ce niveau-là. Et il arrive qu'on nous sollicite encore pour un malade grave et donc qu'il faut malheureusement orienter ailleurs. Est-ce que ces gens ont souvent la possibilité de trouver une place à Ngonje? J'en sais pas. D'accord. Et pour les personnes qui se font dépister, on va dire détecter très tard, hein, qu'ils sont atteints de la maladie, quelles sont les chances aujourd'hui qu'ils ont de pouvoir rester en vie? Je pense là aussi c'est l'un des messages qu'il faut lancer à la population pour dire que les choses sont claires. Tôt vous êtes pris en charge, mieux les choses iront pour vous. Et nous avons constaté l'essentiel de la mortalité en réanimation à la première phase de notre prise en charge a été justement lié à ce retard de prise en charge. Et parfois, en dehors du problème respiratoire, il y avait déjà d'autres atteintes rénales et parfois cardiaques, et que malheureusement, qui assombrissaient le pronostic des patients. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, on le vit, les personnes se rendent très tard à l'hôpital. Et vous pensez que c'est dû à quoi? Pourquoi ce retard justement dans le dépistage? Est-ce que c'est la peur? Est-ce qu'on est réfractaire? Est-ce que c'est un déni? C'est pour cela que je vous parlais de la connaissance. C'est-à-dire qu'une fois on connaît mal la chose, on a la probabilité presque de 100%, sinon 99% de se tromper dans sa conduite. Et c'est ça le vrai problème, c'est-à-dire que les gens n'ont pas suffisamment de connaissances sur la pathologie et ils préfèrent s'informer sur d'autres sources et du coup ils se retrouvent dans l'incapacité de prendre de bonnes décisions. Et c'est pour cela qu'il y a ces comportements déviants, le déni, la l'information. Voilà. Alors, les gens qui font aujourd'hui les bains de vapeur pour lutter contre le Covid, qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Est-ce que c'est un remède, c'est un palliatif? Ce n'est ni un remède ni un palliatif. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que le bain de vapeur, c'est a cette conséquence de déshydrater le malade. Et s'il déshydrate le malade, il met le malade en insuffisance rénale dite fonctionnelle. Et du coup, ce patient qui a cette insuffisance rénale fonctionnelle peut avoir une répercussion négative dans l'évolution de sa maladie. Parce que n'oubliez pas qu'au jour d'aujourd'hui, avec la grande connaissance sur le rein, nous savons au jour d'aujourd'hui que tout patient exposé à une insuffisance rénale fonctionnelle, du moins en milieu de réanimation, a une probabilité très élevée de développer une insuffisance rénale chronique. Donc c'est pour cela qu'il faut faire attention. D'accord. Dès que vous exposez votre rein à une insuffisance rénale, vous devez savoir que tôt ou tard, vous allez certainement développer une insuffisance rénale chronique. Et la deuxième chose, c'est que dans le contexte du Covid, vous créez un plateau en or pour l'aggravation de votre pathologie. Parce qu'entre les personnes qui font, bon, je le dis honnêtement, il m'arrive souvent de dire, bon, le matin, je vais prendre du gingembre avec du citron pour essayer on ne sait jamais. Qu'est-ce que vous dites aux personnes qui nous regardent aujourd'hui avec cette automédication, si je puis dire? L'automédication est quelque chose qu'il faut prohiber dans notre contexte parce que nous ne connaissons pas les interactions entre ces produits et notre organisme. Et nous avons justement constaté que cette exposition à des substances qui ne sont pas bien connues par la population entraîne souvent ce qu'on appelle la néphrotoxicité. D'accord. En français facile, ça veut dire? En néphrotoxicité, c'est-à-dire que ça détruit le rein. D'accord. Et si ça détruit le rein, vous arrivez dans l'hôpital alors que vous êtes patient Covid,
vous avez plus de chances de créer une inflammation qui sera plus importante et qui va aggraver votre état de santé. D'accord. Votre métier est peut-être parfois, l'anesthésiste on connaît, parfois pas souvent inconnu, alors que vous faites un travail formidable et remarquable. Merci encore, docteur, d'avoir effectué le déplacement. Un mot de fin à l'endroit de nos téléspectateurs. À l'endroit de nos téléspectateurs, nous dirons tout simplement qu'ils ont tout intérêt à ventiler la bonne information auprès des leurs et que dès qu'ils sentent le moindre symptôme, le moindre signe, ou lorsqu'ils savent qu'ils ont été exposés au Covid-19, quel que soit le moyen, qu'ils se fassent dépister pour qu'on les prenne en charge tôt. Et c'est ça le mot de fin pour moi. D'accord. Merci beaucoup, docteur, d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir donné de votre temps. Vous l'avez compris, hein, le travail réalisé par les soignants, et quand je parle de soignants, on entend aides-soignants, infirmiers, cadres de soins, kinésithérapeutes, internes et médecins des services de réanimation qui ont consacré leur temps, jour et nuit, aux soins des patients les plus sévères, et ceux dans des conditions parfois exigeantes techniquement et stressantes psychologiquement, méritent aujourd'hui nos encouragements. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans un prochain numéro. À bientôt.